Hello! Bonjour à tous. On est en direct pour ce super webinaire, le gros marketing. Pour vous aussi, un terme flou. On va essayer d'enlever le flou autour de ce thème. Et pour cela, on a invité Dorothée. Salut Dorothée. Hello, ça va? Ça va. Ça va. Bah, nous, ça fait 1 heure qu'on se parle, donc on sait que ça va. Mais est-ce que tout le monde va bien dans les commentaires? Alors Dorothée, j'ai déjà un petit commentaire pour toi. Voilà, de Cédric. J'ai trouvé ma place, hâte que cela commence. Ah Cédric, trop bien que tu sois là. Coucou. Et après, j'ai également. Et petit Sam. Oh, merci. Trop bien. J'espère que vous allez bien tous les deux. Nous, ça va très très bien. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on a du monde qui... Mettez si vous êtes là dans les commentaires, indiquez que si vous êtes chaud. Là, il y a déjà Marie qui met des commentaires. Hello tout le monde, ça va super et vous? Et petit Sam aussi. On va attendre peut-être que tout le monde arrive. Comment tu te sens Dorothée pour ce premier webinaire Willens avec nous? Écoute, je suis hyper contente. Vraiment, ça illumine ma journée. En plus, avec ce temps gris, je sais pas, moi, là, à Paris, c'est tout dégueu. Donc au contraire, tu vois, je suis ravie de passer ce petit midi 13h ensemble. Ça va être trop bien. À Reims, il fait pas mieux. Hein. Non, à Reims, c'est pas... Voilà. Et non, trop hâte de commencer. En vrai, je pense que je vais partager l'écran et on va pouvoir un peu démarrer, non? On va pouvoir. Allez. Ouais. Tac, tac, partager. Paf, paf, diapo. Hop. Je serais intéressé de savoir s'il y a des gens qui sont connectés d'ailleurs de Paris ou de Reims dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant de savoir. Ouais, j'avoue, vous êtes connectés d'où, les gens? Et si vous avez du beau temps, surtout. Du beau temps. Est-ce que quelqu'un a du soleil à nous envoyer? On va peut-être pouvoir commencer. J'espère sincèrement qu'il y en a qui ont du soleil à envoyer. Il est temps. Go, dit Eptisem. Trop bien. Bon, on va y aller. On va commencer. En fait, je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je regarde mon écran, donc personne ne voit que je regarde la caméra. Paris ici. Et bah ouais, Epti, elle est à Paris. Normalement, j'ai vu Cédric qui était là, Cédric qui est en Auvergne. Je ne sais pas où sont les autres. Mais du coup, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de gross marketing, de ce terme qui est utilisé partout en ce moment et dont on ne sait pas forcément ce que ça veut dire derrière. Ah, Kevin, coucou. Lyon, pas beau. Oui, bah voilà, comme quoi, on est tous dans la même galère. Et donc voilà, on a un peu parlé pour parler de gross marketing et du coup de voir quelques petits outils de gross qui peuvent vous aider. Avant ça, on va peut-être se présenter un petit peu parce que du coup, j'en vois certains qui me connaissent, mais peut-être que vous ne connaissez pas du coup Charlotte et Mathieu qui sont avec nous. Je mets cette petite vidéo incroyable qu'ils ont fait pour se présenter. Hello, moi c'est Charlotte. Et moi c'est Mathieu. Nous sommes les cofondateurs de Willens. Et on s'est donné comme challenge de pitcher Willens en moins d'1 minute. Défi accepté. Willens est basé sous 3 axes. Community, business and learn. Pour la partie communauté, on a rencontré plus de 200 freelances. 200 freelances qu'on a interrogés, qu'on a interviewés pour comprendre leur quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a créé une app autour de ça. Une app qu'on considère comme le bras droit du CIE, avec tous les outils pour bousculer son business. Derrière, nous avons aussi créé Mission Willency, qui est notre partie business. Mission Willency, c'est grâce à un brief, être capable de faire matcher une entreprise et un ou plusieurs freelances pour mener à bien une mission. Pour la partie formation, on a déjà créé plus de 50 formations basées sur l'expertise des freelances qu'on a rencontrés. Cette expertise est basée sur les 70% du travail qu'on ne voit pas au quotidien chez le freelance, qui permet de valoriser et le travail du freelance et la thématique. Chez Willens, on a une seule vision, réveiller l'entrepreneur qui est en chacun de nous, avec le bon mindset, les bons outils et la bonne communauté. Alors qu'attends-tu pour nous rejoindre et bousculer ton business? Allez. Donc merci à tous les deux. Donc peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, Charlotte, Mathieu? Non, on est très content d'avoir fait cette vidéo parce qu'à chaque fois qu'on nous demandait qu'est-ce que Willens, on ne savait pas répondre facilement. Ouais. Donc là, on est content. On a même réussi à la montrer à des parents qui ne comprennent rien au marketing et autres et qui ont compris ce qu'on faisait. Donc, enfin, les gens vont comprendre ce que c'est Willens. Ouais, ça c'est un vrai point. Parce que moi aussi, ma mère, quand elle me demande ce que je fais, elle comprend pas.
Non, elles ne comprennent pas. Euh, Et après, je pense qu'à un moment, on va faire un webinaire aussi sur comment expliquer nos activités à nos parents. Ça pourrait être pas mal. Et du coup, il y en a qui me connaissent un peu, mais rapidement, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai un parcours très classique, prépa école de co, et moi j'ai adoré faire une école de co. Je ne fais pas partie de ces gens qui ont détesté ça et qui regrettent, donc j'ai mis 30 000 € avec plaisir. Et derrière, moi j'ai bossé 7 ans pour des startups, pour 2 startups particulièrement, Autobiz et Kitok, donc en grosse marketing. Et donc on va un peu parler de tout, enfin, de ce que j'ai fait là-bas, parce que vous allez un petit peu plus comprendre avec ce webinaire. Et derrière, moi, depuis bientôt plus de 6 mois, je suis formatrice et consultante en grosse marketing B2C. J'accompagne différentes marques. Donc, j'ai accompagné des gros groupes comme Bolloré Énergie, des petites marques comme Apilari, Oseille et compagnie. Je donne cours à ESCE. Et là, j'ai même plein de nouveaux clients. Globalement, j'accompagne surtout du B2C parce que c'est ce que j'ai fait. J'accompagne une marque en B2B aujourd'hui, mais qui est un défi pour moi. Et aujourd'hui, on est là. Oula! Ah si, on est là pour parler de formation. C'est-à-dire que moi, je donne des formations avec WeLance. Et d'ailleurs, il y en a une à Reims le 1er janvier et une à Paris le 15 juin. Si jamais vous êtes convaincus de nous rejoindre. Et le petit bonus, c'est que si vous restez jusqu'à la fin, eh ben, il est possible que vous gagniez une place pour une de ces formations. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de mettre des commentaires tout au long de du webinaire. Et à la fin, en fait, on va faire un petit plouf-plouf sur les commentaires pour faire en sorte que la personne qui sera choisie gagne une place de formation pour la date de Reims ou de Paris. Et si vous voulez participer à cette formation et que vous n'avez pas gagné cette place, envoyez-nous un mail sur formation@woolens.fr, ou si vous voulez qu'on l'organise dans votre ville, envoyez-nous aussi un mail sur cette même adresse et on est capable d'organiser cette même formation un peu partout en fonction des disponibilités de Willens et de Dorothée, mais on aimerait bien réussir à faire en sorte de faire ça un peu partout dans toute la France. Donc si vous êtes intéressé à Lyon, on a vu à Lyon, en Auvergne ou autre, faites-nous signe, on organise un événement pour partager ça avec le plus de monde possible. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires tout au long et à la fin, on choisira le commentaire gagnant qui gagnera une place pour la date de son choix sur la formation de Dorothée. Et voilà. Et pour commencer ce webinaire, d'abord, je vais vous demander à vous qui êtes avec nous, quand on vous parle de grosse, finalement, c'est quoi les termes, les mots, ce que ça vous évoque? Ce qui m'intéresse, c'est voilà, de savoir ce qui est. Moi, je me rends compte, déjà, pour la petite anecdote, moi, je savais pas que je faisais du gros marketing avant de, genre peut-être avant au bout de 4 ans de comprendre que tout ce que je faisais depuis le début, c'était du gros. J'ai découvert le terme dans une vidéo YouTube. Et en fait, je suis retournée le lundi matin et j'ai dit à mon boss de l'époque, qui était le directeur marketing, mais tu sais que ce qu'on fait, c'est du gros marketing? Il m'a dit, ah, mais oui, bien sûr. Je dis, bah, pourquoi on n'utilise jamais le terme? Il me dit, je sais pas, c'est une bonne idée. Et du coup, on a rebrandé l'équipe à ce moment-là. Et petit Sam qui me dit croissance. Ouais, c'est un des termes qui est souvent associé. Mais c'est vrai que du coup, quand je dis grosse, il y a plein de gens, voilà, j'ai un peu tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans mes demandes de DM pour bosser ensemble, moi, j'ai l'impression d'être claire de ce que je raconte, mais a priori pas tant que ça, parce que j'ai souvent des demandes un peu à côté de la plaque. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que les petits Sam qui veulent nous dire ce que grosse leur évoque? Kevin, mes délits d'initié, effectivement, Kevin fait de l'acquisition. Ah, coucou Marina, qui me dit Marina qui fait acquisition. C'est pas mal, c'est plutôt des termes bien associés. Et justement, on va parler aujourd'hui un peu des mythes et croyances. Grosse égale Dorothée. Oh, Cédric, trop. On va parler un peu des mythes et croyances et justement de qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on peut utiliser facilement aujourd'hui dans n'importe quel business. Moi, le premier truc que j'entends le plus souvent, il n'a pas été cité aujourd'hui, mais c'est que grosse marketing et gros hacking, à Nielsen qui me dit croissance aussi. Ouais, carrément. Et le premier truc que j'entends souvent, c'est que grosse marketing et gros hacking, c'est la même chose. Donc là, déjà, petite question pour vous. Est-ce qu'il y a une différence pour vous selon grosse marketing ou gros hacking? Donc vous pouvez me mettre 1 si c'est aucune, non, pour vous, c'est la même chose. 2 si c'est une histoire de long terme vs court terme. Et puis celle qui me dit stratégie aussi. Ou 3, est-ce que c'est équipe vs solo? Alors, dans les commentaires, 1, 2 ou 3?
exactement. Ou bleu, rose, jaune, si vous voulez, bleu, rose, orange. Euh, Mais ceci dit, là, pour l'instant, je vois quand même beaucoup de gens qui ont l'air d'être un petit peu au fait, puisque je vois beaucoup de mots qui ont été cités très pertinents par rapport à l'activité de grosse. Ouais, donc ça veut dire que ça parle aux gens, le gros marketing. Donc là, on a Mélissa qui a mis 2. Il y a qui met de long terme vs court terme. J'ai encore du Étienne 2 qui me pour dit long Cédric. terme. Margot, coucou Margot, coucou Mélissa, et qui me dit j'aurais dit croissance aussi. Marina qui me dit 2. Beaucoup qui Yes. sont sur le 2, le rose. Hein. Le 2, le rose. Et ben c'est bien parce que globalement, vous avez relativement raison. Et pour raconter un petit peu l'histoire de comment est-ce que ce terme est arrivé et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Sean Ellis. Sean Ellis, c'est un consultant de la Silicon Valley. Qui est très connu aujourd'hui. Aujourd'hui, il a écrit plein de bouquins, etc. Et lui, en 2007, il est consultant pour Dropbox. Pour la petite anecdote, c'est lui qui a vu qui a fait naître le meilleur hack de Dropbox qui les a fait grimper à l'époque. On en parlera juste après. Et Sean Ellis, en fait, en 2007, il bosse pour Dropbox en consultant et Dropbox a hyper envie d'embaucher Sean Ellis parce qu'il a des résultats de ouf. Voilà, il les a fait croître. Mais Sean Ellis, moi, ça m'intéresse pas d'être salarié, je préfère rester consultant, mais je vais vous trouver quelqu'un. Et en fait, quand il poste l'annonce pour dire, bah, ok, je veux savoir, je veux trouver mon remplaçant, il se rend compte que le terme de marketeur est pas très adapté, que le terme d'ingénieur est pas très adapté, et du coup, il utilise le terme de gros hacker. Et ce qu'il entend par gros hacker, c'est quelqu'un qui est data-driven, donc en gros, c'est quelqu'un qui est fixé sur la data, qui ne prend ses décisions que par rapport aux données, dont la seule mission, c'est d'être focus sur la croissance, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour parler de produits, de prix, de placement, etc. Ce qu'il veut, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire croître l'entreprise et que ce soit le seul but. Et du coup, c'est quelqu'un qui est un peu à la limite entre un ingénieur et un marketeur. Est-ce que vous la connaissez, l'anecdote de Dropbox? L'anecdote de Dropbox, c'est que Dropbox, ils ont explosé avec ce hack qui a un peu révolutionné la façon de faire du parrainage. Je ne sais pas si vous étiez, moi à l'époque, j'avais 15 ans, un truc comme ça. Et moi, Dropbox, c'est arrivé parce qu'un pote me l'a recommandé. Et pourquoi est-ce que mon pote le recommande? Parce que lui, il avait un intérêt à recommander le produit. En gros, à l'époque, Dropbox, on disait, si jamais vous recommandez le produit et que votre pote s'inscrit, vous gagnez de l'espace de stockage supplémentaire. Et Dropbox, à la base, c'est ça, c'était de l'espace de stockage dans le cloud. C'est devenu un peu plus après, etc. Et en fait, ils ont explosé parce que tout l'intérêt des gens, c'était de dire, bah, en fait, moi, j'ai envie de faire grossir mon espace à moi, donc je vais inviter des gens à un truc gratuit où eux, ils vont gagner de l'espace. Et le plus on va être à l'utiliser, en plus, le mieux ça va être. Et donc, c'est comme ça que Dropbox a explosé. Ils ont fait une croissance à plus de 2700% dans l'année où cette technique de parrainage est sortie. Et aujourd'hui, vous allez me dire, 15 ans plus tard, ça paraît complètement logique. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le parrainage, c'était juste parlez-en à vos amis. Et il n'y avait aucune rétribution du parrainage. C'était pas quelque chose de très commun. Alors qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est limite un must-have. Enfin, vous l'avez pas, vous passez à côté de quelque chose. Mais en revanche, c'est pas ça qui va vous faire croître. Le problème du hack, c'est justement ça. C'est qu'un hack, ça se périme. En fait, ça se base sur des failles, sur des opportunités temporelles, sur à un moment, vous êtes le premier à l'appliquer, donc pour vous, ça marche de très bien, mais quand tout le monde se met à l'appliquer, le gain devient quasi nul. Et donc, en fait, le problème, ou en tout cas le hic du gros hacking, c'est que du coup, c'est tester beaucoup de choses pour qu'il y en ait une qui fonctionne, mais on ne sait pas au bout de combien de temps. Et en fait, le gros marketing, la différence de ça, c'est qu'effectivement, on veut réintroduire de la stratégie, on veut réintroduire du long terme. Le gros hack, c'est un truc qui va marcher sur un court terme, mais on ne sait pas quand. L'avantage du gros marketing, c'est de dire en fait, on va réintroduire des notions traditionnelles de marketing qu'on connaît, mais en se basant et en conservant la donnée comme outil de décision. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du pifomètre, on n'est plus sur de la croyance, on n'est plus que sur de l'étude qualitative. On va faire pénétrer beaucoup de quantitatifs dans les données. Et par contre, le but, c'est de viser une croissance pérenne et long terme. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu plus lent et ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas des hacks de temps en temps. En revanche, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se base uniquement sur la donnée. Mais le problème de la donnée, c'est qu'en fait, la donnée, c'est facile, on en parle. Ah, ok, cool, la data, mais la data, c'est quoi? Et la data, comment on fait pour l'utiliser? Et en fait, il y a un peu 3 défis à la data. Il y a le fait de la collecter, il y a le fait de la stocker et il y a le fait de l'analyser.
On va prendre un exemple hyper simple et que tout le monde connaît parce que là, tiens d'ailleurs, vous pouvez peut-être me dire un peu ce que vous faites parce que ça va. Je veux bien que vous me dites dans le chat ce que vous faites, ça va aider à comprendre comment est-ce que vous. C'est quoi vos activités, oui. Voilà. Mais du coup, on va utiliser un resto de ramen pour savoir, pour voir comment est-ce on peut utiliser ça. Pourquoi un resto de ramen? Parce que un resto en général, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est pas votre business. Je sais à peu près que normalement, dans ceux que j'ai vu parler, il n'y a pas de restaurateur. Du coup, ça va vous permettre d'aller penser pour quelqu'un d'autre et vous allez voir que ce sera plus simple après de le penser pour votre business. Est-ce que tu as pris un restaurant parce qu'il est midi et qu'on a faim ou... Entre autres, mais aussi parce que ce restaurant, pour la petite anecdote, moi, je donne des cours en école de commerce. Et en fait, mes étudiants, pendant tout le temps des cours, ils vont suivre une entreprise avec eux. Et ça, c'est une des entreprises qu'ont suivi mes étudiants là de janvier à mars pour les aider à du coup voir comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur croissance. Et c'est vrai que ça a été un des plus significatifs de ça. Donc, j'ai pas vu de petits métiers là qui s'affichaient. Est-ce que vous pouvez bien raconter dans le chat, partager un peu ce que vous faites? Et n'oubliez pas, chaque commentaire est comme un bon pour gagner une place pour la formation. Alors, jusqu'à chez toi, Cédric, la livraison, ça va être compliqué. Mais donc voilà, l'idée c'est qu'on va se baser sur un resto. Et là, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à, selon vous, quand on parle de data et qu'on parle d'un resto, quel type de data est-ce qu'on peut avoir? Pour un peu montrer, j'ai Mélissa qui est entrepreneur, qui a une marque de vêtements. J'ai Epticem qui est experte en renaissance professionnelle. Allez-y, c'est le moment pub. Comment? Allez-y, c'est le moment pub en plus. Exactement, qui est experte en renaissance professionnelle, qui aide les gens à retrouver leur voie. Et donc voilà, et donc un resto de ramen, les datas qu'on va pouvoir collecter là-dessus, ça va être aussi bien ce qui se passe dans le resto. Dans un resto, vous allez pouvoir voir le nombre de gens qui entrent, le nombre de gens qui sortent, les gens à quel type de table est-ce qu'ils s'assoient, est-ce que c'est majoritairement des tables de 2, est-ce que c'est majoritairement des tables de 4, qu'est-ce qu'ils commandent, est-ce qu'ils commandent entrée, plat, dessert, est-ce qu'ils préfèrent les menus. La data, c'est tout ça, c'est toutes ces données chiffrées qu'on peut ressortir de l'activité. Et donc, c'est pas forcément moi, souvent, j'entends quand on parle de data, on me dit ah mais non, la data, c'est le chiffre d'affaires, c'est des pourcentages, c'est oui, ok, c'est aussi ça. En fait, la data, c'est vraiment toute la donnée chiffrée qui va ressortir. Cédric qui est volcanologue du digital, tout à fait. Le puits de la com. Après, j'ai Julie qui me dit je suis consultante en psy du travail et hello à tous. Bon là, coucou Julie. Coucou Julie. Merci pour ton message. Merci pour ton message. Et donc voilà, on va garder bien cet exemple en tête parce qu'il va nous servir après. La deuxième croyance qu'on a et que quelqu'un a cité tout à l'heure, c'est que, quelqu'un en a parlé de la solution, c'est que le gros marketing nuit à la qualité de l'expérience client en privilégiant la croissance à tout prix. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est ouais, non mais les hacks, c'est que de l'automatisation, c'est pas humain. Moi, je préfère le contact humain. Alors, le vrai gros marketing, il place l'humain et le client au centre de sa réflexion. S'il le fait pas, il est mort. Et pour ça, on utilise un schéma qui s'appelle ARE. ARE, c'est un schéma qui veut dire acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Donc, en gros, l'acquisition, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que les clients entendent parler de nous, nous connaissent. L'activation, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les clients comprennent le bénéfice qu'on leur apporte. Donc ça, c'est souvent au moment de la première expérience et c'est pour en fait un peu rendre waouh la première expérience. On parle beaucoup de aha moment. La rétention, c'est comment est-ce qu'on fait pour retenir les clients et comment est-ce qu'on le mesure. Le referral, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les clients parlent de nous et deviennent du coup des ambassadeurs. Et le revenu, c'est quels sont les modèles de revenus qu'on a pour garantir la croissance de la boîte. Et en fait, tout ça, on place le client au centre de la réflexion. C'est très théorique. On va revenir à l'exemple du resto de ramen. Et du coup, on va réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on fait pour déterminer c'est quoi pour un resto de ramen l'acquisition, l'activation, la rétention, le referral, le revenu. Si on parle d'acquisition, est-ce que selon vous, c'est quoi les métriques importantes? Quel type d'action on va mesurer pour mesurer qu'on est bien en train d'acquérir de nouveaux clients?
qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être, donc je rappelle pour un petit resto, pour Japanos Ramen Bar, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être un type d'acquisition? J'attends de voir si j'ai des petites réponses. Vous Je avez sais qu'on des a, idées dans les commentaires? on a souvent Nous, un on en a décalage. plein avec Charlotte, mais en plus, on a triché, on a déjà vu ta formation. Donc, Oui, vous n'avez pas le droit de répondre, Mathieu et Charlotte. Eux, ils ont déjà fait la Demain, on formation a les réponses. intégrale là-dessus. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a une idée de Marie qui me dit le nombre de personnes qui entrent dans le restaurant, Kevin qui me dit la résa, Cédric qui me dit la résa. Mhm. Eh ben, la réservation, ça pourrait être tout à fait un super tips d'acquisition. On peut même juste parler d'acquisition quand on parle de vendre un repas. En fait, parce que tout le monde réserve pas, parce que là pour leur activité ils ont le flux sur la fiche Google. Le flux sur la fiche Google c'est pas mal. Je dirais que c'est un KPI intermédiaire, mais la métrique principale, en fait, comme on a plusieurs canaux d'acquisition, qu'on a des gens qui sont sur le site, des gens qui commandent, vendre un repas, ça va être probablement l'acquisition principale. Mais ce que vous avez dit de dire le nombre de personnes qui rentrent dans le restaurant, le flux sur la fiche Google, le nombre de réservations, ce sont des KPI intermédiaires qui vont permettre de mesurer si on fait de l'acquisition ou non. Donc, ce ne sont que des bonnes réponses. Si on passe à l'activation, selon vous, pour un restaurant, qu'est-ce qui va être un moyen de mesurer que les gens ont une bonne première expérience? Pendant que vous répondez à cette question, je réponds à la question pas de distinction ancien-nouveau client. Dans l'acquisition, non, ça ne nous intéresse pas. La distinction ancien-nouveau client, elle va nous intéresser dans la rétention. Mais Marie qui dit est-ce qu'on peut faire du gross marketing avec l'image de marque ou est-ce que c'est propre au concept du produit? On peut tout à fait faire du gross avec l'image de marque. Après, dans l'image de marque, il y a un souci aujourd'hui qui est que certaines actions en image de marque sont difficilement mesurables. Aujourd'hui, par exemple, c'est hyper difficile de mesurer de façon précise combien de personnes voient tes affiches dans le métro. T'as des métriques qui existent, mais on peut tout à fait faire du gross marketing avec l'image de marque. On met souvent les deux disciplines en opposition, alors qu'en fait, quand on marche main dans la main, ça fonctionne du feu de Dieu. Moi, ma dernière boîte qui s'appelait Kitok. Pour le coup, on marchait main dans la main avec le brand et aussi bien eux que pour nous, c'était vachement bien. On a plein Margot, d'avis. désolée, je suis décalée car je suis à la boutique, donc je mets en pause si des clients rentrent. Pas de mais problème. j'espère, Margot, que tu seras beaucoup en décalé alors. On te souhaite que tu sois Exactement. totalement décalé. Margot a une super boutique dans le 18e à Abbesse, voilà, qui est créatrice de meubles et concept store. Je vous conseille d'y aller. Et du coup, j'ai Kevin qui me dit activation. Ils me disent c'est bon. Julie qui dit les avis plateforme et il y a 20 ans le pourboire. Tout à fait. Cédric qui me dit activation, ticket panier moyen. Marina qui me dit note sur La Google. note sur Google. Alors la note sur Google, ça va être quelque chose qu'on va utiliser plus tard, plutôt dans le referral. Les avis plateforme, Julie le disait aussi, pareil, c'est plutôt ça pour voir si les gens deviennent ambassadeurs. Mais pour mesurer s'ils ont une bonne première expérience, c'est trop petit, il y a trop peu de gens qui laissent des avis. Il y a 20 ans le pourboire, effectivement, il y a 20 ans le pourboire, c'était une super mesure, c'était une super métrique d'activation. Tu as tout à fait raison. Mais en fait, finalement, le plus proche dans ce qu'on dit, c'est peut-être Kevin qui dit c'est bon. En fait, un moyen de mesurer que les gens ont aimé et ont une expérience, c'est globalement quelles sont les assiettes finies. Alors, est-ce que c'est un truc qu'on va comptabiliser à la main? En vrai, n'importe quel resto pourrait le faire, ou on pourrait mettre un système, j'en sais rien, on met une caméra, on regarde quels sont les plats qui sont mangés, qui sont pas mangés. Mais par exemple, pour un resto, une mesure d'activation, c'est de se dire si par exemple, il y a un plat où les assiettes reviennent souvent pas finies, bah ça, par exemple, c'est une vraie métrique de se dire, OK, là, on a un problème sur la bonne expérience client. À l'inverse, les plats reviennent et c'est des assiettes qui sont léchées, saucées, il n'y a plus une trace dessus. A priori, c'est que vous leur avez fait passer un bon moment. Et en fait, c'est ça. Dans l'activation, on cherche le aha moment, le moment où les gens comprennent le fait qu'ils ont une super utilité au produit et qu'ils sont contents de ce qui se passe. Mais vraiment, j'adore, il y a des super idées. Rétention, à votre avis, comment est-ce qu'on peut mesurer la rétention? Donc la rétention, c'est le fait que les gens, a priori, vont revenir, vont racheter, que du coup, on propose une bonne expérience client au global. Et
Et Marie qui dit, et on peut Marie mesurer qui ça dit, que par caméra, on peut l'automatiser autrement. Et ben, c'est très bien, pendant que vous pendant que dans les commentaires, vous répondez mettez à la votre question de équipe de rétention, je rétention. réponds à la question de Marie. On peut mesurer ça que par caméra. Bah, par exemple, finir son assiette, tu peux te dire, soit tu as quelqu'un qui a le temps en cuisine, mais je sais que le temps en cuisine, c'est un temps long, qui a le temps de noter, de dire, OK, ce plat-là, genre, j'en sais rien, tu as une petite fiche et tu as le nom des plats. Et à chaque fois qu'il y a un plat qui revient pas fini, elle met un bâton pour dire, OK, celui-là était pas fini. Et peut-être que le plat qui a eu le plus de problèmes à la fin du service, on peut, tu vois, voir s'il y a un problème. Tu peux aussi te dire, par exemple, les assiettes selon les plats, t'as jamais les mêmes assiettes. Pour tel plat, t'as une assiette verte, pour tel plat, t'as une assiette rouge, pour tel plat, t'as une... Alors, il faut que tu aies une petite carte et beaucoup d'assiettes, hein, on est d'accord. Mais par exemple, tu peux imaginer, trouver des moyens de mesurer, quelque part, c'est un moyen plus qu'une fin. Il y a toujours moyen. Et alors, évidemment, avec des caméras, c'est compliqué. Mais trouver un moyen simple de compter, ça existe. Tu mets des poubelles séparées et en fait, en fonction du plat, tu mets dans telle ou telle poubelle et tu pèses après au kilo, tu vois. Et là, tu as ton Voilà. métrique au kilo. Et rétention, il y a eu la réponse qui est apparue en même temps que vos réponses pour moi. Ratio, nombre de couverts et poids des poubelles. Donc avec Kevin, Pas on a posé mal les l'idée poubelles du maintenant. ratio, nombre de couverts et poids des poubelles pour l'activation, Kevin. J'aime bien. Rétention, il dit carte de fidélité, Cédric. Effectivement, en rétention, on pourrait mesurer l'utilisation de la carte de fidélité. Mais on peut aussi essayer de mesurer ceux qui reviennent une deuxième fois. Donc ça se mesure par le système des réservations, parce qu'effectivement tu mets en place une petite carte de fidélité et que tu tamponnes. Donc des moyens, voilà, de mesurer, il y a plein. Ce qui est hyper important dans la métrique de rétention, et ça, pour le coup, j'insiste là-dessus, c'est de mesurer la rétention dans un temps défini. Parce que des gens qui reviennent une deuxième fois au bout de 2 ans, c'est cool, mais en fait, c'est pas là-dessus que tu vas mesurer que tu as une bonne expérience client. Ils vont revenir une deuxième fois 2 ans après. Ce qui va permettre de croître en général en rétention, c'est de réussir à créer de la régularité. Donc, ce qui est hyper important dans la métrique qu'on va retenir, c'est de retenir une deadline et de se dire, OK, les gens reviennent une deuxième fois, mais dans quel laps de temps? Dans quel laps de temps, moi, ça m'importe et moi, c'est important pour mon produit. Alors, peut-être que dans un restaurant de ramen, c'est 2 semaines, 1 mois. Et ensuite, c'est de mesurer si toutes les actions qu'on va faire pour que les clients ramènent, ça permet d'augmenter ce nombre de fois où les clients reviennent dans les 2 semaines, dans les 1 mois. Donc la carte de fidélité est un très bon moyen, les réservations, et je pense qu'on peut en inventer plein d'autres. Ensuite, le referral. Donc le referral, pareil, selon vous, comment est-ce que pour un restaurant de ramen, on peut mesurer le referral? Le referral, c'est à quel point les gens parlent de nous et nous recommandent. En fait, il y a un truc hyper important en acquisition, c'est que globalement, les clients qui vous rapporteront d'autres clients vous rapporteront vos meilleurs clients. En gros, les meilleurs clients sont toujours ceux qui viennent par recommandation. Parce qu'ils viennent avec un biais de confiance qui est différent. Parce qu'en plus, ça crée de l'expérience collective. Des fois, ils vont du coup pouvoir en parler et ils vont pouvoir entretenir. Donc, réussir à faire parler vos clients de vous, c'est une métrique hyper importante. Donc, selon vous, dans un restaurant, Dorothée, comment tu peux mesurer en dehors des réservations la rétention, du coup, j'imagine? Et ben, pendant que vous donnez vos réponses là sur le referral, je réponds à Cédric. Comment est-ce que tu peux mesurer la rétention des réservations? Tu peux avoir un hack, ça peut être par exemple de dire si vous scannez le petit QR code et que vous vous enregistrez, vous obtenez, j'en sais rien, une sucette gratuite. Par exemple, pour mesurer, tu vas mettre des QR codes sur les tables et en gros, tu dis si vous vous enregistrez, et tu peux même à la limite leur dire que vous enregistrez, vous laissez un nom, j'en sais rien, mais ça peut même être juste si vous scannez et que vous dites que vous êtes là, et que ça va être, et ben, tu vas pouvoir mesurer ta rétention parce que du coup, tu vas pouvoir mesurer les IP des téléphones. Et en fait, tu l'obtiens en proposant, j'en sais rien, à la fin, vous avez un petit bonbon gratuit, une sucette, peu importe, un truc qui te coûte pas très cher. Ça peut être, par exemple, un hack. Comme Burger King qui met à l'arrière des tickets, donnez votre avis, vous avez un burger offert. Quoi. Exactement. Ça, c'est une mesure et de referral et de rétention. Et une métrique qui permet de mesurer la rétention. Personne ne le voit. Regardez le dos de vos tickets un peu.
Referral, pour mesurer, Cédric qui dit avis client, bouche à oreille, Epicène qui dit le nombre de nouveaux clients. J'ai un LinkedIn user, je ne sais pas qui tu es, LinkedIn user, mais bienvenue, qui dit avis client, lien web entrant. Melissa qui dit note sur Google, TripAdvisor, The Fork, partage sur les réseaux. Que des super réponses. Là, j'en ai choisi une, mais globalement, tous les vôtres, tout ce que vous avez cité fonctionne. Un referral, ça peut être de laisser un avis positif. Et donc, effectivement, on peut choisir de mesurer le nombre d'avis positifs sur Google, sur TripAdvisor, sur The Fork, si c'est intéressant pour vous. Lien web entrant, quelqu'un l'a dit, ça va être intéressant. C'est plutôt pour de l'acquisition, plutôt que pour du referral, parce que lien web entrant, tu sais pas forcément d'où ça vient. Mais ce qui va être important dans le referral, c'est de mesurer qu'est-ce qui est mesurable et qui va permettre de voir que a priori on parle de vous. Donc effectivement, les notes sont un super avis. Quelqu'un a dit partage sur les réseaux. Pour les restos, aussi le nombre de partages que vous allez avoir sur TikTok, sur Instagram va être hyper important. Je ne sais pas si vous le savez, il y a des stats qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, 40% des moins de 25 ans cherchent en premier lieu pour tout ce qui est restauration sur TikTok plutôt que sur Google. Ah oui. Et moi, j'ai constaté ça. Je donne classe à des étudiants qui sont étrangers à l'ESCE, parce que une de mes classes, c'est une classe internationale. Et du coup, on parle aussi beaucoup de la France, etc. C'est hyper sympa d'avoir leur retour. Ils ont tous en moyenne, ils ont plus entre 25 et 30 que moins de 25. Mais tous, ils me disent, là, pour visiter Paris, ils sont sur TikTok et ils cherchent les restos sur TikTok, etc. Donc, en fait, votre première idée, c'était effectivement le nombre d'avis, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être faire parler de vous, effectivement, sur d'autres réseaux, sur des réseaux où les gens ont tendance à chercher, où votre audience a tendance à chercher. Justement, nous, une des adresses resto qu'on aime beaucoup avec Charlotte, on l'a découvert sur Insta. Ah Et ouais? on est allé tester les 2 restos de la personne parce qu'on a vu ce qu'elle faisait sur Insta et on s'est dit, bon, ben voilà, on a envie d'aller le voir, on a envie d'aller tester et c'est devenu une de nos adresses à chaque fois qu'on passe à Paris. Ah, j'allais dire, c'est un resto sur Paris ou sur Reims? Non, sur Paris. Bah, vous avez On va balancer, c'est Immersion. C'est Immersion et donc il y a Place Vendôme ou on va surtout Place Vendôme, enfin près de Vendôme, parce que en plus c'est là où on a notre domiciliation, donc c'est parfait. Et donc c'est les Paris de Laura, c'est ça? Les Paris de... Ah oui. Et donc qui a fait son resto. Oui, c'est une Instagrammeuse qui a fait son resto. Oui, les Paris de Laura. qui a fait son resto et en fait COVID, on a presque fait le déplacement pour aller le tester déjà. Ouais. Et depuis, c'est devenu une des adresses où on va à chaque fois qu'on passe à Paris. Quand on est de passage à Paris, c'est... En fait, comme c'est du brunch, il y en a un d'entre nous qui prend le salé et moi qui prends le sucré. Et comme ça, on échange, on fait 50-50 sur notre plat. Voilà. En fait, c'est tellement bon qu'on n'a pas envie de goûter qu'un seul plat à chaque fois, donc on fait partage. Voilà. Donc voilà, on vient de vous le recommander, n'hésitez pas à y aller. C'est une toute petite salle, vous ne pouvez pas y aller à nombreux, sinon on irait tous les jeudis, on ferait les repas de Willens là-bas. Mais c'est pas très trop grand. Bien. Vraiment, on vous conseille cette adresse. Ouais. Trop bien. Et du coup, le dernier pilier de art, c'est le revenu. C'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Donc pour un resto, selon vous, qu'est-ce qu'on mesure quand on veut mesurer le revenu? La réponse est assez évidente. Hein. Donc je vous laisse répondre. Marina qui dit mais je connais, très bonne adresse, je confirme. Bon bah décidément, les Paris de Laura, près de Place Vendôme, allez-y, a priori. Je pourrais vous en parler pendant des heures, le temps que tout le monde mette dans les commentaires comment on gagne des revenus dans un resto, mais quel indicateur pour les revenus? Oh là là, le dessert la dernière fois. Arrête, après on va encore avoir plus faim. En plus, c'est totalement l'heure où on peut donner des gargouillis à tout le monde. Ah, mais je vais clairement la noter sur Mapster, franchement. Ça, c'est une super aussi en referral. Mapster, inciter les clients à vous enregistrer sur Mapster et notamment ceux qui partagent leurs cartes, etc. Ça, c'est un super hack aussi pour faire parler de vous. Parce qu'en fait, moi, je sais qu'aujourd'hui, je note pas tout sur Mapster parce que je suis pas une petite maligne. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais sur les cartes de mes potes qui notent absolument tout. Parce que j'en ai plein qui sont des gros foodies. Et ça marche très bien. Revenu, il y en a qui me disent panier moyen, nombre de plats, le coût de l'assiette. Ben, c'est à peu près ça. Le revenu, globalement, c'est l'action, c'est de payer le repas. Et en fait, votre métrique, ça va être le chiffre d'affaires, du coup, qui est rapporté par ça. Donc, effectivement, panier moyen, nombre de plats, coût de l'assiette, ça va être des KPI intermédiaires.
Mais du coup, c'est exactement ces moyens de mesurer. Et donc, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'à chacune de ces actions, c'est le client qui est au centre de la réflexion et de la métrique qu'on va avoir. Donc là, ce que je vous invite, c'est qu'on l'a fait avec un resto, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et c'est de peut-être prendre une feuille là, après le live, une feuille, un Excel, et de vous poser la question pour votre activité et de vous dire, OK, moi, sur mes 5 métriques, acquisition, activation, rétention, referral, revenu, qu'est-ce qui est sur mon activité? Qu'est-ce qui est pour moi un truc que je peux mesurer? Et quelle est l'action qui va me permettre de mesurer que je fais de l'acquisition, que je fais de l'activation, que je fais de la rétention, que je fais du referral? Dans la dernière formation que j'ai faite, il y en a un notamment, j'avais un freelance en SEO. Et en fait, lui, pour lui, c'est l'activation qui a été un gros moment. Il m'a dit, ah, mais je me suis rendu compte que dans mon expérience de SEO, ce qui est hyper difficile pour moi, c'est que moi, j'ai une activité où, en fait, le moment des résultats, il est hyper long parce que l'activation en SEO, entre le moment où on fait de l'action et le moment où on se voit en top 1 position, en général, il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois. Et qu'en fait, il a trouvé un moyen, notamment en offrant une audit et un compte rendu d'audit hyper personnalisé, que c'était un super moyen déjà d'avoir de la satisfaction client et de permettre du coup de l'activation tout de suite dans le call, dans le projet avec son client. Donc, quel que soit votre business, essayez de faire cet exercice-là après ce petit call. On l'a fait, voilà, on s'est exercé sur un resto. Mais essayez de le faire. N'hésitez pas à m'envoyer vos résultats par LinkedIn. Je serais ravie de les voir et si vous voulez de vous aider à commenter. Mais ça permet de se structurer et de comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut suivre comme activité, qu'est-ce qu'on peut suivre comme data dans son entreprise pour se dire qu'a priori, on est en train de se diriger vers la bonne direction. Et on va passer à la troisième croyance grosse, qui est le fait que moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent en me disant cool, tu sais faire du gros, du coup, tu sais me générer des leads sur LinkedIn en faisant du mailing et du cold call. Alors, le gros, c'est aussi ça, parce que le gros, c'est de l'acquisition. Moi, j'ai commencé par ça quand j'ai découvert que je faisais du gros. En fait, quand je suis arrivée dans ma première boîte, j'ai d'abord fait du SEA, donc de l'acquisition de trafic sur Google. Puis j'ai fait de l'affiliation, donc comment est-ce que je fais pour que des sites parlent de moi. J'ai fait du CRM, j'ai fait des réseaux sociaux, de la pub sur Facebook, sur Insta. Et donc moi, j'ai vraiment commencé par la partie acquisition, par la partie CRM aussi. Du coup, je m'intéressais vachement à la rétention client, comment est-ce qu'on fait. J'ai même eu un ingénieur dans mon équipe qui m'a aidé à automatiser tous les process, parce que nous, on était une boîte de data, donc on mesurait tout. Et en fait, on s'est rendu compte que le gros, c'était tout ça. C'était OK, c'était de l'acquisition, mais c'était aussi tout ce qui était l'optimisation du parcours client. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait entre le moment où quelqu'un entend parler de nous et le moment où il parle de nous, tout ce chemin-là, entre le moment où il achète, où il revient, ou comment est-ce qu'il vit sa première expérience, comment est-ce qu'on l'active en tant qu'ambassadeur, c'est de l'optimisation de parcours client, de comment est-ce qu'on fait pour les transformer en ambassadeurs, parce qu'en fait, il y a des clients qui vont bien vous aimer, et parfois, il faut juste un petit coup de pouce pour qu'ils se mettent à parler de vous. Comment est-ce qu'on fait même parler de la marque? Marie posait la question tout à l'heure de dire est-ce que il y a est-ce que le brand, est-ce qu'on peut faire du gros avec du brand? Oui, complètement, les deux mains dans la main. Et on peut aussi réfléchir à enrichir les offres. Donc, effectivement, le gros, ça va peut-être vous permettre en se rendant compte et en se focalisant sur du chiffre d'affaires et puis après des KPI intermédiaires. Vous en citiez même d'autres après, le coût de l'assiette, le CA par bénéfice, etc. Le CA, le bénéfice. Il y a des moyens de réfléchir à d'autres modèles de rémunération et de voir s'il n'y a pas d'autres moyens dans votre acquisition, dans votre rétention, d'aller chercher de l'argent, de créer ce qui s'appelle de l'upsell ou du cross-sell. Je ne sais pas si ces mots vous parlent. Upsell, c'est le fait de vendre un produit en plus de ce que vous vendez. Le cross-sell, c'est de vendre avec, plutôt que vendre une formation, d'en vendre deux. Alors que l'upsell, c'est de dire en plus de la formation, prenez le e-book. Globalement, si je résume. Et parfois, j'ai un exemple pour les autres leviers d'acquisition. Des fois, c'est des choses très simples qu'on n'imagine pas. Moi, j'avais un client qui faisait des réservations et l'action se faisait très tardivement. Mais entre-temps, les gens avaient déjà payé. Donc, tout était payé et l'argent restait, ne transitait pas, justement, restait et ne servait à rien. Et chez ce client, on a juste mis un levier
pour faire en sorte que cet argent, le temps d'attente, soit rémunéré. Et en fait, il a généré je crois qu'il faisait du 2 millions de chiffre d'affaires rien que sur le travail de cet argent qui était bloqué. Donc, parfois, c'est juste des choses que vous n'utilisez pas. Moi, je suis un adepte de l'économie bleue. Si vous êtes intéressé, ça se trouve très facilement. Gunther Pauli, qui est le Steve Jobs du développement durable. Et une de ses phrases fétiches, c'est il n'existe pas de déchets, il n'existe que des ressources que vous n'utilisez pas. Et dans votre process client, dans votre process de chiffre d'affaires, souvent, il y a des choses que vous considérez comme à jeter et qui, en fait, potentiellement, est une source de revenus ou un truc que vous pouvez utiliser pour augmenter l'expérience client. Désolé, petit aparté, mais c'était... Voilà. Non, au contraire, c'est hyper intéressant. Et en fait, ça donne un très bon exemple. C'est que souvent, ce que j'entends beaucoup, moi, des gens qui me contactent, c'est qu'ils me disent j'ai besoin d'acquérir plus de clients. Et acquérir plus de clients, donc c'est dire ok, moi je veux faire du gros parce que je veux faire de l'acquisition, parce que je suis persuadée que mon problème il est là. Et en fait, le fait de réfléchir à l'intégralité de votre chaîne de valeur, vous allez parfois vous rendre compte qu'en fait, en acquisition, vous êtes plutôt bon. Vous avez déjà des clients, vous avez déjà des gens qui sont intéressés par vous, et qu'en fait, parfois l'acquisition, l'acquisition c'est quand même une discipline exigeante qui demande soit beaucoup de temps, soit beaucoup d'argent, et que parfois il y a des actions qui vont vous prendre beaucoup moins de temps et quasiment pas d'argent, et qui se situent dans cette range-là, de dire en fait c'est peut-être en activant mon client, en lui faisant avoir une meilleure première expérience, du coup je m'assure qu'il y a peut-être une rétention plus forte, et que même j'ai réussi à faire parler lui et qui va me rapporter des clients de par lui-même. Et en fait, en réfléchissant à votre chaîne de valeur ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des petites actions que vous pouvez mettre en place avec le même budget que vous avez aujourd'hui, les mêmes équipes que vous avez aujourd'hui, et sans remettre forcément de jetons dans la machine. Donc c'est pour ça que cet exercice il est hyper intéressant. Et que le gros, voilà, c'est pas que ça, c'est pas qu'apporter plus de clients, parce que globalement, alors il y a plein d'autres méthodes qui s'appellent comme ça, et ça, enfin on les voit d'ailleurs on les voit dans toute la formation ensemble, mais de voir comment est-ce qu'on fait pour que je donne là notamment le 1er juin à Reims ou le 15 juin à Paris. On voit ça ensemble, et c'est de découper ses objectifs et de se dire ok, générer du lead, c'est quels sont les KPI intermédiaires derrière. Là je l'utilise pas, mais peut-être que je le rajouterai dans la formation. On parle des OKR, des objectifs qui résultent, de comment est-ce que je fais pour, une fois que j'ai un gros objectif, le découper en petits objectifs hyper mesurables et qui le ramènent à une échelle hyper humaine. Acquisition sur LinkedIn, me dit Cédric, est-ce que c'est le nombre d'abonnés ou le nombre de commentaires ou de messages privés? En fait, c'est une bonne question, et je pense que ça dépend de ce que tu veux faire sur LinkedIn. En gros, si sur LinkedIn, ce qui t'intéresse, c'est de faire du business, c'est-à-dire de vendre quelque chose, ton acquisition sur LinkedIn, c'est très probablement le nombre de conversations démarrées. Ce serait, tu vois, de dire de conversations démarrées avec un prospect. Parce que ça, c'est quelque chose qui va t'apporter du business, c'est quelque chose de mesurable, c'est un objectif vers lequel tu peux aller. Alors que si ton objectif, c'est plutôt de faire de la notoriété pour faire connaître ta marque, faire connaître ton média, faire connaître ton podcast, partager ton opinion, et bien là, effectivement, peut-être que le nombre d'abonnés... Comment ? Ça peut être aussi appuyer la valeur de ton expertise pour justement encore plus limiter les négociations, limiter les problématiques au moment de la négociation client. Juste l'objectif de notoriété, ça peut être pas mal aussi. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas spécialement le nombre de conversations que tu fais au final. Non, exactement. Là, ça va être plutôt effectivement ton nombre d'abonnés, le taux d'engagement que tu as sur tes publications. Et donc en fait voilà, les objectifs là-dessus, c'est-à-dire que pour une même activité, si ton objectif final il est pas le même, et si ton objectif de business il est pas le même, peut-être que ta métrique de mesure elle est pas la même. Si jamais vous avez des questions là, du coup, que vous y réfléchissez, profitez-en là qu'on est dans le live pour que voilà, vous voulez poser des questions sur votre activité, de est-ce que c'est la bonne métrique, est-ce que c'est allez-y. Et moi, pendant ce temps-là, alors maintenant, peut-être vos questions, je voudrais juste vous parler du fait que le growth marketing, en fait, au-delà d'être de la data
et de la méthode, c'est un mindset. Donc, alors c'est très chiant les mots anglais, je sais, mais en même temps, on va le traduire par état d'esprit. Et qu'en fait, il y a 3 qualités qui sont vachement utiles pour faire du cross marketing. C'est la curiosité, c'est-à-dire de se dire, OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas qui existe, qu'est-ce que je fais qui n'est pas, qui ne fonctionne pas. Du coup, c'est d'être adaptable et de se dire peut-être que à un instant T, il faut que j'accepte de tuer une activité qui est chronophage, mais qui me rapporte au final pas tant que ça, où en fait entre l'effort que je fournis et le résultat, je vois que ça ne matche pas et qu'à long terme, ça ne matchera pas parce qu'il n'y a pas de croissance sur ce levier-là ou parce qu'elle ne vient pas. Ou peut-être que parce que la façon de la faire aujourd'hui n'est pas la bonne. Donc l'adaptabilité, c'est hyper important. Et de la rigueur. Parce que en fait, il faut effectivement se fier à la data. Et se fier à la data, ça veut dire être capable de la mesurer, prendre du temps pour l'analyser et prendre du temps pour la documenter. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup aussi dans la formation complète de la journée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour documenter intelligemment et sans que ça nous prenne du temps. Et ça veut dire quoi, documenter? Est-ce que ça veut dire tout écrire à la main ce que je fais toute la journée? Est-ce que ça veut dire non, c'est juste faire une ligne sur un Word pour me rappeler de ce que j'ai fait? Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que documenter, ça ancre le savoir, ça permet de le transmettre aussi dans les équipes. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Et finalement, pour se former au gross marketing, il y a un peu 3 façons de faire. Soit de vous dire, vous formez vos équipes, vous formez vous. Et ça, du coup, moi, je serais ravie d'être votre formatrice là-dessus si vous en avez besoin. Et en vrai, il y a plein d'autres écoles qui existent si jamais je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Mais c'est sûr Mais que ce c'est toi la serait personne quand même qui leur vachement bien que ce soit avec moi. Vous pouvez faire appel à un gros marketeur externe. Aujourd'hui, il y a plein de freelances qui peuvent aussi vous aider à structurer votre activité pendant un temps T, vous transmettre de la compétence. Et sinon, effectivement, si vous avez les moyens, le mieux, c'est d'embaucher un gros marketeur. Je mettrai une toute petite précision là-dessus. Souvent, les grosses marketeurs, ils sont mis dans l'équipe marketing et ils sont mis au poste acquisition et on les fait faire que ça. Et c'est très bien parce qu'effectivement, c'est probablement un des meilleurs postes que vous pouvez donner à un gros marketeur que d'être responsable d'acquisition. Mais ne vous privez pas du reste. Pensez, quand vous embauchez un gros marketeur, à le laisser interagir avec les autres équipes et le présenter aux autres équipes comme un acteur qui va les aider à, faire modifier leurs habitudes pour que toute l'équipe soit plus effective. Moi, vraiment, quand on m'a laissé la possibilité de le faire dans mes 2 boîtes, ça a vachement changé certaines disciplines. Pour moi, en tant que grosse marketeuse, c'était hyper intéressant. Et pour eux, je suis venue leur apporter une façon de faire un peu différente et qui a permis à certaines équipes de décoller. Donc vraiment, j'insiste là-dessus de embaucher un gros marketeur, mais ne le réduisez pas à de l'acquisition. Vous allez perdre une grosse partie de sa valeur ajoutée. Et donc voilà. En fait, il faut désiloter le plus possible sur le marketing. Moi, c'était vraiment quelque chose que je faisais quand mon activité principale, c'était le marketing vulgarisant. C'est que j'allais mettre les mains dedans, je me mélangeais vraiment avec tous les niveaux. J'ai travaillé pour GDF Suez, je me suis levé à 5 heures du matin pour aller faire le camion poubelle pour voir comment ça se passait sur le terrain. J'ai travaillé sur un centre d'appel, je suis allé faire 1 mois de centre d'appel avec eux où j'ai décroché le téléphone, j'ai appelé les gens, j'ai essayé de vendre aussi avec eux pour essayer de me mêler à la chose pour voir que si la ligne de vie du produit était à retravailler, que je puisse la travailler depuis le moment où on fait l'exploitation. Alors, on ne dit pas qu'il faut absolument que tout le monde aille faire l'éboueur ou le centre d'appel pour être un bon marketeur, mais je pense que le marketing directement, la stratégie d'un marketing se fait aussi en mettant les mains dedans et en étant capable de voir ce que ça fait avant de commencer à vouloir changer des choses, quoi. Carrément. Ah non, mais totalement. Je amène to that. Je suis hyper d'accord. Voilà, ça permet vraiment, c'est comme tu le dis, d'amener du changement. Et du coup, pour terminer cette petite heure ensemble, donc voilà, je vous rappelle qu'il y a 2 formations et on avait promis que quelqu'un gagnerait une formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais scroller. À un moment, vous allez me dire stop, Charlotte et Mathieu, et on s'arrêtera sur la personne en question.
Tu me dis quand tu lances ton scroll? Je scroll dans tous les sens. Stop. Ok, donc là j'ai plein de gens et je vais faire un deuxième où du coup je cache les yeux et je vais balader mon doigt pour vraiment avoir qu'une seule personne. Tu me dis stop de nouveau. Stop. Eh bien c'est Cédric sur lequel mon doigt s'est arrêté. Donc, si j'ai bien compris, Cédric, t'es pas de Paris, t'es en Auvergne, c'est ça? Non. Je sais plus s'il l'a mis dans les commentaires. Si, Cédric, il est d'Auvergne, mais on va peut-être... Le canologue, je pense que les volcans, c'est plus l'Auvergne quand même. Ouais. Oui, sa boîte s'appelle le Puy de la Com, mais on va trouver un moyen d'organiser tout ça, je suis sûre. Bien sûr. Bien sûr. Et si tu ne peux pas en profiter, toi, t'hésites pas à la faire profiter quelqu'un d'autre. Donc, ce que je te propose, Cédric, c'est qu'on t'envoie un message en privé pour que tu puisses bénéficier de cette place. Pour les autres, n'hésitez pas à vous inscrire nous envoyer un mail sur formation@willens.fr et on vous a même fait un autre petit cadeau. On a créé un petit lien que je viens de mettre dans les commentaires. Ah, Cédric, il vient de Clermont. Et donc, ce petit lien, si vous pouvez le copier-coller, mettez votre adresse mail et en fait, on va vous faire gagner d'autres petits cadeaux dessus, d'autres places de formation. Donc, n'hésitez pas, on va faire un grand tirage au sort après. On vous enverra aussi toutes les informations liées à nos dates de formation. Donc, directement sur le lien que je viens de mettre en commentaire. Donc, en tout cas... Qui sera ma petite métrique aussi. Ouais, exactement. Merci à tous d'avoir été aussi participatifs pendant le live. C'était très chouette. Moi, j'ai passé une super expérience. J'espère que ces premiers outils, ce premier outil là du art peut vous aider dans votre business. Et voilà, dans la formation que je donne au complet, il y a plein de il y a plein d'autres outils, de méthodes, pour permettre de croître. Si vous faites l'exercice, n'hésitez pas à me l'envoyer en DM. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez la moindre question globalement sur le gros marketing, DM, je vous réponds. Voilà, si vous avez des petites questions, c'est le moment. Il nous reste 8 minutes. Et sinon... J'utilise souvent, je te demande souvent des questions et tu réponds à chaque fois. Donc. Ouais. Moi? Oui, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose que je t'envoie, tu réponds vite. Donc. Oui, en plus, c'est elle vrai. répond vite. C'est pas elle répond 2 ans après, comme moi par exemple, qui répond rarement très rapidement. Julie qui dit merci pour le live, ça fait réfléchir. Et tant mieux, c'est un peu le but. Donc voilà, n'hésitez pas pour votre activité, je serais ravie d'en discuter avec vous. Et sinon, je vous souhaite un super appétit parce que moi, Bon appétit à tous. Belle journée à tous. Belle journée à Marina qui avait mis belle journée avant aussi. Oui, merci Marina. Et à très bientôt. N'hésitez pas à rester informés. Il y a toujours le challenge 30 jours pour acquérir des clients qui est disponible pour Willens. Et dès mardi prochain, on a un nouveau live justement par un expert SEO sur la thématique SEO, sur comment acquérir de nouveaux clients, mais grâce au SEO. Donc dès mardi prochain, même heure, même endroit, on sera devant ce mur encore une fois. On aura encore le ventre qui va gargouiller comme d'habitude. Belle journée à tous. J'espère que... alors, je ne sais plus qui était dans sa boutique et qui recevait des clients. J'espère qu'elle n'est pas trop décalée. Sinon, j'espère pourquoi. C'est Margot. Mais bon, si elle a reçu plein de clients, c'est très bien. J'espère que tu as fait plein de ventes, Margot. Belle journée à tous. Et donc, à la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne journée.